Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 318 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous NFL du mardi. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut à tous. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café Paris, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Et évidemment, les rencontres NFL, ne ratez pas ça. Numéro spécial de mi-saison cette semaine. Raphaël, on en avait parlé la semaine dernière, l'idée est venue en pleine émission. On commence donc par les trophées de mi-saison. On va donner notre MVP, notre coach, tout ça. Et derrière, on débriefera évidemment tous les matchs de la semaine. Ne vous inquiétez pas, les tops, les flops sont aussi au menu, les questions et le répondeur. Tout ça, c'est maintenant. Wilson fires downfield. It's Metcalf who makes the catch. DK Metcalf takes it in for a Seahawks touchdown. 53 yards. Les trophées de la mi-saison, car oui, Raphaël, nous avons joué 135 des 237 matchs de la saison, donc ça fait tout pile 50, et quelques %. Donc on y est, on est pile poil à la moitié de la saison, et on peut le dire déjà en préambule, on a plutôt une belle course aux trophées avec beaucoup d'incertitudes. Oui, on a pas mal d'incertitudes sur plusieurs trophées, une belle course parce qu'on a quand même des joueurs de bon niveau sur chacun des trophées, je trouve. Peut-être pas de saison historique comme Mahomes a pu le faire l'an dernier, mais c'est quand même d'un bon niveau. Je pense on va y revenir pour sans doute notre MVP. Mais non, comme tu dis, une belle course. Et à mi-saison, vu l'irrégularité de certaines équipes, ça peut en plus changer d'ici la fin de saison quand même. Donc faudra rester accroché jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça en fait, c'est suspense. Alors comme tu l'as dit, il n'y a personne qui écrase, donc c'est vrai que d'un côté c'est moins historique, on n'a pas de perf incroyable, mais clairement il y a du suspense et il y en a beaucoup qu'on va citer aujourd'hui qui peuvent très clairement bouger. Il y en a déjà certains qui ont bougé d'une semaine à l'autre parce qu'on a commencé, on va le dire, à préparer la semaine dernière les trophées de mi-saison avec toute la rédaction, et il y en a quelques-uns qui ont dû ajuster leur choix après les matchs de la semaine 8. Dont toi d'ailleurs, je crois. Sur un, ouais. Ouais, sur un. Donc on va commencer par le MVP. Alors je le dis parce que en plus, je dis qu'il y a du suspense. Pourquoi ? Parce qu'on a habilement titré cette émission MVP. Voilà, on a fait un petit jeu de mots, on n'a pas pu y résister. Raphaël, qui est ton MVP de la saison ? Et on est d'accord, donc tu vas parler pour nous deux. Eh ben écoute, de la mi-saison, pardon. Oui, de la mi-saison, je vais partir sur ce cher quarterback des Seahawks, Russell Wilson, qui pendant longtemps dans le podcast avait été débat, est-il le meilleur quarterback de moins de 30 ans ? En tout cas, ça semble le cas, et nous on le voit, je le vois, et visiblement tu le vois aussi, MVP. Je sais pas, je déroule l'argument ou tu veux en parler avant ? Vas-y, si t'as des billes, n'hésite pas. Alors, pourquoi Russell Wilson ? Il est en train de réaliser statistiquement vraiment une saison de très très haute volée. 2505 yards à la passe, il est 3e. 22 touchdowns lancés, il est 1er. Une seule interception lancée, il est 1er. 118 de rating, il est 1er. Le tout derrière une ligne offensive très moyenne. Un coaching pas réputé pour être génie offensif. Enfin, il n'est pas coaché par Andy Reid, par exemple. Donc, en plus, on pense qu'il pourrait faire bien mieux. Et au-delà de cette impression statistique et de ses stats, il y a cette clutchitude qu'il a. Déjà 4 matchs arrachés dans le 4e quart-temps sur des drives qu'il conduisait. Une défense de Seattle, et surtout je trouve que ça vient récompenser le fait qu'il a pris le pouvoir à Seattle. Pendant longtemps on avait une équipe qui était portée par la Legion of Boom, sa défense. Là, le patron de toute l'équipe, c'est lui, assurément.
Et il porte cette équipe sur ses épaules, donc ça vient récompenser son contrat qu'il a eu cette intersaison, sa belle progression en carrière. Et actuellement, pour moi, il est largement le MVP de cette mi-saison. Et ben voilà, t'as tout dit. 22 touchdowns, une interception, c'est quand même des stats qui sont hyper impressionnantes à mi-saison. Si t'extrapoles du coup sur 16 matchs, ça fait quand même 44 touchdowns pour 2 interceptions. Alors je pense pas qu'il va tenir ce rythme-là, mais c'est délirant quand même. Ils ont la 4e attaque au total, donc en plus, tu l'as dit, sans des choix de jeu hyper inspirés, ils ont quand même une des meilleures attaques de la ligue. Maintenant, il a du matos quand même. Ils ont quand même un beau groupe de receveurs. On en reparlera aussi dans le résumé du match. Mais oui, ça en fait une équipe complète. Je pense que Patrick Mahomes aurait été dans la course avec lui s'il s'était pas blessé, parce qu'il avait très bien commencé. Mais là, si t'enlèves Mahomes, il y a d'autres prétendants, mais clairement, je pense que Wilson aussi se démarque et sort du lot, quoi. Ouais, et puis on sait très bien que les médias américains aiment bien aussi ajouter le critère de bilan collectif à un titre de MVP. Et pour le moment, les Seahawks sont à 7-2. Pas beaucoup de gens les voyaient en playoff. Il y avait quand même des doutes sur le fait que cette équipe puisse aller en playoff dès cette saison. Là, ils sont à 7-2. Ils ont lundi prochain un match contre les 49ers. Si jamais ils le remportent, ils prennent la tête. Ils ont le potentiel de prendre la tête de division. Ça va commencer à ressembler. Enfin, si jamais les Seattle finit en tête de sa division, enfin voilà, il y aura en plus le bilan collectif. Il sera vraiment pas loin du trophée. C'est vrai que tu fais bien de le préciser, mais on oublie un peu qu'en effet, cette équipe de Seattle n'était pas forcément attendue en playoff. Quand tu voyais qu'ils sont dans la division des Rams, des Niners, c'est d'autant plus fort. Ils sont vraiment pas dans une division qui est donnée en plus. Il y a d'autres. Alors, je vais vous spoiler un petit peu au fil aussi de nos choix. Un peu ceux de la rédaction, vous les retrouverez en intégralité très prochainement sur le site, jeudi, pardon. Mais dans les autres nommés, sans donner qui a nommé qui, ça je vous laisserai le découvrir sur le site. On a Christian McCaffrey, Deshaun Wilson et Lamar Jackson. C'est les trois autres qui ont des voix. J'ai dit quoi ? Deshaun Wilson. Deshaun Wilson, pardon, je suis obsédé par Russell Wilson. Donc Deshaun Watson, Lamar Jackson et Christian McCaffrey. Watson, c'est 18 touchdowns, 5 interceptions, 107 d'évaluation, plus 279 yards au sol et 5 touchdowns. C'est vrai qu'avec Houston, il fait quand même des choses incroyables. Et sur l'impression visuelle, en plus, il régale. Oui, il régale, il a vraiment passé un cap cette saison. Il porte cette équipe de Houston qui est correcte à peu près à tous les niveaux, mais qui est pas incroyable en défense, qui a pas forcément un gros jeu au sol, même si ça va un peu mieux avec Carlos Hyde. Et comme tu dis, l'impression, il va vraiment chercher des matchs au dernier moment. Le score reste serré en partie grâce à lui. Donc c'est pas étonnant de le voir dans cette course. Après, globalement, je le trouve un peu moins fort que Russell Wilson. Donc voilà, je comprends qu'il soit derrière, mais c'est pas illogique de le mentionner clairement. Il pourra se battre peut-être aussi encore plus dans les années à venir, une fois qu'ils auront peut-être solidifié un peu la ligne offensive devant lui. Ça pourrait être encore plus, mais oui, il est dans la discussion. Pour moi, les trois sont dans la discussion, mais sont un cran en dessous. McCaffrey, il a des stats, il est évidemment énorme, 1244 yards, 13 touchdowns, 155 yards par match en cumulé réception-course en moyenne, parce qu'il a 881 yards au sol, 363 yards dans les airs, 13 touchdowns. Enfin, et voilà, pour moi, ce sera mon joueur offensif de l'année, on en reparlera. Mais oui, parce qu'il est quasiment seul à Carolina, lui, pour le coup, en l'absence de Newton. Effectivement, il mérite beaucoup de louanges pour cette saison. Il est la pièce la plus importante de son équipe. On se dit que s'il n'était pas là, Carolina serait vraiment bien plus mal. Donc il correspond aux critères de MVP. Le seul truc où il est un peu en dessous et qui compte dans le vote des médias, même si nous, on n'est pas forcément pour ce genre de critères, mais le fait que les Panthers puisse ne pas aller en playoff, ça coûtera forcément, même si McCaffrey continue sur ce rythme, ça lui coûtera. Ouais. J'ai pas souvenir d'un MVP qui va pas en playoff. Non, et puis justement, si t'es si valuable que ça, c'est que ton équipe va en playoff à un moment. Oui, aussi. Voilà, ça se... Et puis on a Lamar Jackson, le 4e, 12 touchdowns, 5 interceptions, 95.4 d'éval, 637 yards et 5 touchdowns au sol, et une victoire contre les Patriots en plus depuis 2 jours. Donc ça aussi, ça en fait un prétendant. Toi, on va griller nos joueurs offensifs. Allez. Parce que souvent ils sont pas loin du MVP. Donc ton joueur offensif à toi, c'est Lamar Jackson. Oui, j'ai pas mal hésité entre lui, Deshaun Watson, Christian McCaffrey, parce qu'en fait j'aime tellement la saison de ces trois-là que comme je voyais Russell Wilson intouchable pour le titre de MVP, je trouvais ça pas mal de récompenser un de ces trois-là au poste de joueur offensif de l'année. Disons que le match de Lamar Jackson dimanche m'a peut-être conforté dans ce choix-là ou donné l'envie d'aller vers lui.
C'est une vraie double menace. Il s'est quand même bien amélioré à la passe, il est beaucoup plus propre. Il sait trouver les solutions. C'est pas encore un grand passeur, mais il sait les trouver. Au sol, il est absolument incroyable. Enfin, c'est un vrai piège poison pour les défenses adverses. On l'a vu encore ce week-end. Et mine de rien, avec lui en quarterback titulaire, les Ravens sont à 31,4 points par match marqué. C'est la meilleure attaque de la ligue. C'est l'attaque qui garde le plus le ballon dans cette ligue. Donc au-delà de ces stats, même, personnellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à voir les Ravens en attaque cette saison. Je trouve ça fun, je trouve ça assez dur à voir pour le coach adverse. C'est plaisant, c'est efficace. Quand ils arrivent à rouler sur une équipe, ils lui roulent vraiment dessus. Voilà, je trouve que Lamar Jackson est vraiment une des top armes offensives actuellement en NFL. Et donc, je pense qu'il a sa place dans ces discussions. Est-ce que t'en vois un autre prétendant au MVP ? En dehors de ceux qu'on a fait, non, pas. En fait, je viens de réaliser en le disant que c'était une question piège parce que là, je viens de tendre le bâton pour qu'on nous en sorte 2 ou 3 dans les commentaires. Ah oui. Certains. Non, mais... Ouais, je sais. Certains diront peut-être Aaron Rodgers. Je sais pas hyper. Je suis pas persuadé Aaron Rodgers. Je trouve que c'est marrant. Je crois que c'est avec Camille que j'en ai parlé avant l'émission de jeudi dernier quand on s'est vu. Il a fait 2 bons matchs à ce moment-là et donc ça s'est un peu enflammé, un peu chauffé sur lui. Mais il n'a pas fait un grand début de saison et en plus là ils viennent de se cracher contre les Chargers. Non mais je suis d'accord, hein, je l'aurais pas forcément eu non plus, mais je serais pas étonné qu'il arrive à grappiller une voix par-ci par-là sur la fin de saison des Packers. Hein. On va passer au coach. Alors le coach de l'année, encore une fois on a le même choix. T'as pas donné ton choix de joueur offensif ou c'est moi qui suis passé ? Si, j'avais dit que ce serait Christian McCaffrey. Ouais, comme ça, c'est un peu en fait, on le donne avec le MVP parce que c'est un peu le lot de consolation. Ouais, le joueur offensif de l'année. C'est vrai, c'est la statuette de participation. Genre, vous êtes le dauphin du MVP, vous êtes joueur offensif de l'année. Félicitations. Le coach de l'année, donc je disais, on a le même, c'est Kyle Shanahan avec les 49ers. Alors, il y a énormément de prétendants pour ce trophée. Je peux vous dire que dans la rédaction, ça a cité du Sean Payton, du Bill Belichick, du Frank Reich et John Harbaugh. En plus de Kyle Shanahan. Voilà, c'est les noms qui reviennent dans la rédaction, donc il n'y a pas d'unanimité. On a tous les deux Kyle Shanahan, pour des raisons qui sont quand même assez évidentes. Déjà, il a la dernière équipe invaincue. Ouais, il a la dernière équipe invaincue, il a complètement relevé le bilan de son équipe, il y a une vraie progression en attaque, en défense. Alors la défense, ça lui est peut-être un peu moins redevable, mais sur l'attaque, c'est sans aucun doute lui le patron de cette attaque, de ce jeu au sol si efficace, d'un Jimmy Garoppolo qui progresse de semaine en semaine. Le bilan est là pour lui. Alors voilà, par contre, pour moi, ça fait partie un peu de potentiellement de ces trophées de mi-saison qui peuvent changer d'ici la fin de saison parce que il reste encore 8 matchs à jouer, 2 fois les Seahawks à jouer, une fois les Rams, une fois les Ravens, si je dis pas de bêtises. Si ça se dégoupille mal, on peut avoir des 49ers qui tombent à 10-6, 11-5 et dans ce cas-là, est-ce que ça reste encore le meilleur coach de la saison ? C'est pas évident, mais à l'heure actuelle, il le mérite. Ouais. Ils sont premiers sur les yards autorisés, deuxième attaque au sol, 7e sur les yards gagnés au total. Donc pour une équipe qui n'était pas en playoff l'an dernier, on peut dire qu'en effet il y a eu du taf de coaching. Le joueur offensif, donc je l'ai dit, McCaffrey pour moi, de Lamar Jackson pour toi. Je mentionne parce qu'on n'en a pas dit dans son nom dans les prétendants au MVP, mais il pourrait être prétendant au joueur offensif, c'est Dalvin Cook quand même, qui fait une très très bonne saison. Il est quasiment sur les stats d'un McCaffrey en termes de yards gagnés, il est parmi les joueurs les plus productifs de l'année. Joueur défensif, alors là, tu sens un truc dans la rédaction, moi quand je regarde les votes, c'est que ça veut récompenser un joueur des Patriots pour la prestation de cette défense, mais personne ne sait vraiment lequel. C'est-à-dire qu'on a du Stephon Gilmore, du Devin McCourty, du Jamie Collins. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. C'est ça, Gilmore, McCourty et Collins sont les plus cités pour les Patriots. Il y a même quelqu'un qui a cité Chandler Jones. On cite aussi les anciens Patriots. Donc c'est pour dire l'influence de cette défense cette année. Sinon, il y a aussi Shaquille Barrett, Cameron Jordan, Nick Bosa et je crois qu'on a fait le tour. Donc là, il y a beaucoup de joueurs cités. Et on retombe là encore tous les deux d'accord sur Stephon Gilmore. Ouais, je pars sur Stephon Gilmore à la fois pour ce début de saison, on va dire d'un point de vue collectif où la défense des Patriots s'est bien montrée. Alors,
J'ai peut-être surréagi pour Lamar Jackson après le match contre les Patriots, mais j'ai pas surréagi pour le côté défensif. C'est pas cette prestation-là, et notamment le fait que Stephen Gilmore en plus est pas franchement responsable du fait que les Patriots se fassent écraser au sol. Hein. C'est pas son taf particulièrement. Lui a continué à être bon en limitant Marquise Brown à seulement 50 yards. Actuellement, Stephen Gilmore est le meilleur cornerback de la ligue. Il est sur depuis 2-3 saisons de très très haut niveau. Les quarterbacks adverses face à lui ont un rating de 33. Voilà, il est au top. Il peut couvrir n'importe quel receveur. Il se cantonne pas une moitié de terrain. Il est capable de jouer vraiment à peu près sur tous les aspects. Bon, j'irai vers lui, mais c'est... Et puis, peut-être dans une saison où on a des pass rushers peut-être un peu moins extravagants, on va dire, en nombre de sacs, peut-être ça peut aller récompenser un cornerback, mais bon. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec toi au sens où en effet c'est le meilleur cornerback de la ligue. Darrell Revis d'ailleurs, j'ai vu, disait aussi que c'était le meilleur cornerback de la ligue, ce qui est plutôt un beau compliment de la part de Darrell Revis quand même, qui a joué à un bon niveau à une certaine période. Donc non, c'est vrai que c'est tentant, je comprends moi la tendance dans la rédaction de dire bah voilà, les Patriots font un taf exceptionnel sur le début de l'année, mais lequel? Parce que c'est un collectif tellement fort que c'est difficile d'en sortir un. Mais oui, Gilmore est quand même le meilleur joueur à son poste, donc partant de là, ça paraît quand même être un des piliers, d'être un des piliers de cette défense. Donc moi, ça me va pour l'instant. Ouais, sinon numéro 2, moi j'aurais bien quand même Cameron Jordan. Je sais que d'autres de la rédaction l'ont mentionné. Je trouve que son niveau à lui, le niveau de la défense des Saints, l'efficacité contre la course, son efficacité sur le pass rush. Et les 5 victoires sans Drew Brees qui montrent que ont été bien obtenues par la défense quand même principalement, il serait pas déméritant. Complètement. Le rookie offensif de la saison. Alors là, on n'est pas d'accord. J'aime beaucoup Josh Jacobs que tu as choisi. 740 yards, 4,9 yards par course, 6 touchdowns, 6e courant en NFL. Number 1 dans mon cœur de ma fantasy, de mon équipe fantasy. C'est mon gars sûr, c'est ma bonne affaire. Mais en fait, je crois qu'il y a aussi une part de nostalgie, enfin déjà nostalgie chez moi, mais comme je pense que Gardner Minshew, on en reparlera avec les matchs, va peut-être laisser sa place à Nick Foles, et que je considère, toute proportion gardée, avec tout le respect que j'ai pour Josh Jacobs, encore une fois, qui fait un boulot incroyable, mais le poste de quarterback étant pour moi plus difficile à appréhender sur un début de saison rookie, en étant en plus, comme Gardner Minshew, pas forcément attendu, sélectionné au 6e tour, il devait pas jouer, il était derrière Nick Foles, etc. Il s'en sort quand même à 61% de passes complétées, 13 touchdowns, 4 interceptions, et ça c'est les stats avec son mauvais match de Londres en plus, il était sur des bien meilleures stats avant, il était à plus de 100 dévals. Donc je vais donner le trophée de mi-saison à Gardner Minshew, sachant que pour moi il ne l'aura pas à la fin de l'année, parce qu'il y a des chances qu'il s'arrête là au niveau du parcours pour l'instant. Donc voilà, je vais le donner à Gardner Minshew pour la mi-saison. Mais je vais te laisser parler de Josh Jacobs, mais oui, sur le long terme, je pense que Jacobs est un gros prétendant à la fin de l'année. Là. Non, mais j'ai pas mal hésité entre Minshew et Jacobs. J'avais d'abord mis le nom de Minshew, j'ai effacé, j'ai mis celui de Jacobs. Je pars sur Jacobs parce que je pense quand même que c'est cette bonne attitude des Raiders en attaque qu'on n'attendait pas forcément. Elle est en partie liée à lui. Il est très vrai. Propre, peu de pertes de balles. Je pense qu'il a un vrai impact. Il vient rassurer, enlever de la charge sur les épaules de Derek Carr. Et il rend Derek Carr meilleur. Donc il n'y a pas que eux deux. Il y a la ligne offensive aussi qui est en grand progrès, ce qu'on n'attendait pas forcément. Mais voilà, l'ensemble fait que je pense qu'il a un vrai impact sur cette équipe. Donc, et les stats sont bonnes. Donc voilà, je partirai sur lui. Mais c'est vrai que Minshew d'un côté, bon, 50-50 quoi. Mais c'est vrai que j'avais même pas vu ce que tu dis et qui est très pertinent, c'est qu'en effet Jacobs sert de base à cette attaque d'Oakland et c'est déjà en soi une performance assez énorme. C'est ça, il est quand même devenu la première arme et le point d'ancrage de cette attaque, alors qu'il épaule un quarterback qui est déjà en 6e année, 7e j'en doute. Ouais. On aurait pu attendre un peu l'inverse, on va dire. Donc bon, voilà. On aurait pu, alors je sais pas si on aurait pu le mentionner tout de suite, mais en tout cas il y a des chances qu'il revienne aussi d'ici la fin de l'année. Kyler Murray évidemment, qui est plutôt propre avec les Cardinals, et puis DK Metcalf qui sort quand même un gros match avec Seattle la semaine dernière et qui est un des receveurs réussite pour l'instant de la QV. Rookie défensif, la seule unanimité de la rédaction, je ne vois pas une seule tête qui dépasse, tout le monde a mis Nick Bosa, 7 sacs en 8 matchs dont 6 en tant que titulaire, une interception, un fumble forcé et déjà quasi leader de la défense des 49ers, on peut le dire ?
Ouais, on a l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'il dégage. Il a l'air d'être déjà le capitaine, ou en tout cas au moins le capitaine de cette ligne défensive, malgré l'âge plus avancé de ses partenaires. Comme tu l'as dit, au niveau des stats, c'est énorme. Il donne même le sentiment de progresser dans le run-stop depuis le début de la saison. Collectivement, ça se passe très bien. La défense des 49ers à un niveau à laquelle pas grand monde l'attendait. Beaucoup attendaient une progression parce que Dee Ford, parce que Bosa, mais enfin, à ce niveau-là, je suis pas sûr que beaucoup l'avaient parié quand même. C'est assez logique de le récompenser. Il y a 2-3 autres joueurs qui méritent des petites mentions, mais clairement, Bosa, que ce soit individuel ou collectivement, il réussit à fond cette saison, quoi. Dans les mentions, moi, il y en a un que je trouve complètement oublié, c'est Josh Allen, qui est déjà à 7 sacs avec les Jaguars. T'as raison. Josh Allen mériterait complètement aussi d'être nommé. Peut-être ce qui joue un peu plus en faveur de Bosa, c'est le réveil d'une défense qui était mauvaise, celle des Jaguars. On sait qu'il y avait des talents, donc voir des joueurs en défense, enfin c'est inconscient presque, mais voir des joueurs des Jaguars performer en défense, on s'y attend presque et on trouve ça presque normal. Et puis Bosa est plus efficace, il joue moins de snaps que Josh Allen, et il est devant en termes de stats, donc il y a quand même une efficacité un peu supérieure pour Bosa. On va terminer avec le comeback player de l'année. Alors, on va garder le choix de Raphaël secret. C'est une surprise. Il faudra lire l'article. Je pressens que ça va être un des choix les plus polémiques de cette sélection. Il faut le dire, ça va enflammer les réseaux sociaux. Et là, je fais un teasing de dingue qui va nous assurer quelques milliers de vues sur cet article, rien qu'avec ça. Mais voilà, donc on va garder le choix de Raphaël secret. Et moi, je vais vous dire que j'ai choisi Cooper Kupp, qui revient d'une déchirure quand même du ligament croisé antérieur l'an dernier. 58 réceptions, 792 yards et 5 touchdowns. Il est déjà il est pas loin de dépasser déjà toutes ses stats de sa meilleure saison, alors qu'on est à mi-saison. Donc voilà, il fait une très grosse année. Sur les 792 yards, il y en a plus de 220, je crois, qui sont à Londres. Donc il a fait un très très gros match. Mais voilà, c'est à saluer. Comeback player de l'année, souvent un trophée un peu polémique et un peu à géométrie variable. Je vais vous citer quand même les noms sélectionnés par la rédaction en dehors de Raphaël, mais il y a du Léonard Fournette, du Garoppolo, du Dalvin Cook, du Jamie Collins, et je crois que j'ai fait le tour. Donc il y en a certains qui étaient plus ou moins blessés, plus ou moins... C'est un peu le problème de ce trophée, c'est qu'on met sur le même palier des joueurs qui étaient blessés l'an dernier qui reviennent, et un mec comme par exemple Travis Frederick, le centre des Cowboys, qui revient d'un presque syndrome de je sais plus trop quoi, c'est pas un cancer. De Guillain-Barré. Ouais, voilà. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse mettre tout au même niveau, mais bon. Alors oui, mais tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que personne l'a mis dans la rédaction, et j'avais failli le mettre parce que j'avais vu un papier d'ESPN où en l'occurrence il l'avait mis en comeback player de l'année. Donc comme quoi voilà, mais oui, c'est très très à géométrie variable, et vous verrez dans les votes de la rédaction que c'est le cas partout. Voilà donc pour notre trophée demi-saison de cette émission spéciale, et nous allons revenir à notre programmation habituelle après ce jingle. What's that? Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Notre programmation habituelle, Raphaël, ce sont tous les matchs de la semaine. Évidemment, c'est le débrief du mardi, et on va commencer avec la première défaite des Patriots qui est arrivée. Ravens 37, Patriots 20. On attendait la défense des Patriots au sol. Le défi était clair. Les Ravens sont allés là où on les attendait, et ils ont réussi. 155 yards au sol en première mi-temps, 210 au total. Qu'est-ce qu'on en tire ? Est-ce que c'est un retour sur terre, ou alors est-ce que les Patriots sont juste tombés sur un adversaire qui est inarrêtable dans ce domaine-là ? Ils sont tombés sur un adversaire qui est très très difficilement arrêtable, en tout cas sur ce domaine-là. C'était pas le point fort des Patriots. J'aime quand même beaucoup le côté des Ravens qui assument leur identité, vont jusqu'au bout et essayent de s'imposer de cette manière-là. Et ils l'ont brillamment fait, comme tu l'as dit, dans les stats. Et moi, j'ai surtout ces deux drives en deuxième mi-temps qui durent 8 et 9 minutes chacun, où ils déroulent pour gagner le match. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc peut-être pas un retour à la réalité pour les Patriots, parce qu'on sait très bien, perdre un match dans une saison, ça peut arriver. S'ils se rencontrent en play-off, ça sera sans doute pas le même match, il y aura eu des ajustements entre-temps, etc. Mais c'est quand même une bonne indication sur le fait que les Ravens peuvent être une des équipes surprises en AFC pour aller au bout, parce que à partir du moment où ils arrivent à imposer leur jeu au sol et qu'ils arrivent à prendre l'avantage au score, faudra courir après eux, et ça va pas être facile.
Je suis totalement d'accord avec toi sur ces 2 drives incroyables de rentrer dans l'art d'une défense de Bill Belichick comme ça, sait ce que tu vas faire et de le faire quand même et de dérouler le chrono comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et après, en plus la défense des Ravens a été opportuniste parce qu'on avait quand même dit que leur défense était pas au top cette année. Ouais. Ils ont 14 points dans la foulée de turnover. Donc ça fait aussi toujours la différence. Il y en a un qui a arraché directement pour un touchdown. Donc ça, c'est vraiment capital. Et puis, bon, alors, je sais pas comment je vais faire. Je vais aller doucement dans les arguments pour pas qu'on dise que je retourne ma veste trop d'un coup sur Lamar Jackson. Donc je vais faire ça très progressivement sur les semaines à venir. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi toujours pas un grand quarterback, c'est toujours pas un bon passeur. Il s'améliore, etc. Mais c'est pas un pur passeur, etc. Mais il joue juste. Et tant qu'il joue juste, évidemment, clairement, cette équipe a une chance. Et alors, il a l'air de progresser, tant mieux. Je lui souhaite, je l'ai déjà dit. Mais il joue juste, et c'est ça le plus important pour l'instant. Et tant qu'il fait ça, en effet, c'est vraiment, vraiment impressionnant comment ils peuvent dérouler, comment ils peuvent courir. Après, oui, j'ai vu dans les commentaires un peu du match que ça dit oui, le style des Ravens, c'est pas un vrai quarterback, mais c'est quand même sacrément fun à voir jouer, Ouais. quoi. Donc Ouais, le mec il part comme ça, qu'il esquive dans tous les sens et tout, c'est quand même c'est quand même marrant, quoi. Donc Oui, donc c'est marrant, et d'autant plus que moi je trouve ce qui est quand même bien fait et qui est agréable à voir, c'est que tu sens que beaucoup de ces courses sont dessinées à l'avance. Il part. Bien sûr que ça peut lui arriver d'improviser, mais ouais, à la limite, je préfère les courses d'un quarterback quand elles sont dessinées et qu'il y a eu l'idée derrière avant de le faire que l'énième style Josh Allen, je sors de la poche au dernier moment parce qu'il y a plus rien, tu vois. Je trouve que quand même c'est plus agréable. Enfin, on parle aussi des fois de Josh Allen comme une double menace. Enfin, je préfère largement la double menace Lamar Jackson à l'heure actuelle. Oui, c'est sûr, c'est plus affûté. Est-ce qu'on s'inquiète pour New England? Parce que c'est un peu la question qu'on pose chaque année quand ils perdent leur premier match. On est là, alerte rouge, c'est la fin d'une ère. Et puis après, les gens ils nous disent, oh, vous avez été négatif, vous avez dit que c'est la fin d'une ère, oh là là, alors que Bill Belichick il va gagner jusqu'à la fin des temps. Bon, on est d'accord qu'on s'inquiète pas, quoi. Non, on s'inquiète pas. En plus, ils vont récupérer quelques joueurs, dont Isaiah Wynn sur la ligne offensive, qui va faire un peu de bien à cette équipe. Ça va leur permettre, a priori, d'enlever Marshall Newhouse des titulaires, ce qui est pas franchement une mauvaise idée vu que le mec a été quand même viré des Giants, donc je sais même pas comment il se retrouve là, ou en tout cas ça illustre la pénurie de linemen en NFL. Non, on va pas s'inquiéter. Il y aura sans doute un match revanche un peu plus tard dans la saison, donc on verra. Oui, puis je pense pas qu'ils vont se faire exploser sur la ligne et au sol à chaque fois comme ça. Non. Donc voilà, il fallait bien en perdre un. On l'a déjà dit maintes et maintes fois. Leur but, c'est plus vraiment la saison parfaite, c'est de gagner des titres. Ce qui les intéresse, c'est d'être affûtés en janvier. Là, leur attaque, a encore des choses à régler dans les semaines à venir pour être prête en janvier. Nkilari aussi, le receveur rookie qui est prometteur, qui va revenir. Ça ferait une cible de plus, ça ferait du bien. Donc non, on s'en fait pas pour l'instant outre mesure. Chiefs 26, Vikings 23, Matt Moore 25 sur 35, 275 yards, un touchdown. Et puis tu as toujours un Tyreek Hill à 140 yards, un Damien Williams à 125 yards au sol. Ça fait du bien de retrouver un jeu au sol aussi percutant parce que ça avait manqué à Kansas City par moment. Et puis on a quand même Andy Reid qui fait du Andy Reid. Là pour le coup on l'a bien vendu toute la semaine dernière. On a dit vrai. C'est pas perdu avec lui. Non, c'est pas perdu, et c'est bien que ce soit pas perdu parce qu'avec derrière les Chargers et les Raiders qui gagnent leur match, qui finalement n'étaient qu'à 2 victoires de moins que Kansas City, une défaite aurait pu leur permettre de se rapprocher tout de même. Et puis je pense que c'est aussi une victoire assez importante moralement pour l'équipe de se prouver qu'ils peuvent tous gagner sans Patrick Mahomes. Je pense que psychologiquement c'est quand même important pour que en termes de trucs de groupe, que chacun ait le sentiment tu n'es pas que dépendant de ton quarterback, parce que si Mahomes a un petit problème en playoff, faudra aller la chercher la victoire quand même, donc c'est assez important à ce niveau-là. Et on a retrouvé une belle attaque des Chiefs, une défense qui est opportuniste, qui a su mettre la pression sur Kirk Cousins, qui lui est retombé dans ses travers, on va dire. Mais j'ai des stats, il y en a une que j'ai du mal à croire, je crois que j'ai pioché sur ESPN. Il aurait 12 ballons qui auraient été surdosés, où il a lancé trop fort sur le receveur. Trop loin. Ouais, ça m'étonne pas trop, je l'ai vraiment trouvé. En tout cas, c'est pas la première fois que quand Kirk Cousins doit aller chercher un match que ça foire.
Et il est à 0 sur 9 sous pression sur ce match, donc clairement là, c'était vraiment pas dans un de ses bons jours, et ils sont pas non plus aidés par des pénalités qui ont tué des drives. Les Chargers, justement, tu en parlais, 26, Packers 11. Les Chargers qui se réveillent évidemment au moment le plus improbable. Est-ce que pour une fois ils ont joué au niveau de leur potentiel? Gros Joey Bosa, gros Melvin Ingram, bon Melvin Gordon, 7 réceptions pour Hunter Henry, Philip Rivers qui est propre, tout ce qu'on attendait au début de la saison. La question c'est de savoir, est-ce que c'était une fois ou est-ce qu'ils peuvent le refaire? C'est exactement ça, c'était les Chargers qu'on attendait depuis le début de la saison. Et effectivement, comme tu le dis, ils arrivent au moment où on attend peut-être le moins, où ils reçoivent des Packers qui sont chauds bouillants. Tant mieux pour eux. Je reste un peu embêté, de mémoire ils sont à 1 sur 5 en red zone, donc ça prouve encore que tout n'est pas parfait dans cette victoire, c'est encore une équipe en rodage. Est-ce qu'ils vont réussir à le reproduire la semaine prochaine? Ça va être le beau pari de la semaine, quoi. Ouais, ça reste une énigme, mais au moins on a vu le positif sur ce coup-là. C'est déjà ça. Les Packers, par contre, c'était le trou noir. 84 yards après 3 quarts temps. Match sans total, quoi. Ouais, match sans. T'as un Ron Rodgers qui sort dans la presse pour dire qu'ils avaient pas préparé le match, grosso modo, quoi, qu'ils sont venus en touriste total, temps californien, claquette. Ouais. Bon, ce qui me surprend toujours de la part d'une équipe de NFL d'arriver pas préparée pour prendre des mecs de 120 kilos dans la poire, mais soit. Bon, c'est comme tout, des matchs sans, on le dit pour toutes les équipes, ça peut arriver, faut voir. Oui, à ce point-là, ça sent vraiment le match sans, quoi. C'est même pas. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas un match où des lacunes aperçues dans les premières semaines reviennent. Non, c'est juste rien n'a marché de A à Z. Ouais. Donc à partir de là. Jaguars 3, Texans 26, 166 yards au sol pour Carlos Hyde à Londres, Carlos Hyde qui est quand même en train de faire un retour en force. On aurait pu mettre comeback player de l'année. Match net et sans bavure pour Houston, avec, je suis en train de m'étouffer, quelques coups de génie de Sean Watson. Et puis peut-être la fin de la Minshew Mania. En tout cas, 4 ballons perdus. Là, c'était vraiment pas la Minshew Mania du côté de Londres. Non, c'était pas la Minshew Mania. On a vu qu'il a perdu beaucoup de ballons. Déjà depuis plusieurs semaines, il était un peu borderline sur les pertes de balles, mais il arrivait à s'en sortir. Là, c'est pas tombé de son côté. Ça arrive aussi. Clairement, du côté des Jaguars, moi j'ai surtout trouvé un play call offensif absolument pas inspiré. C'était lent. C'était pas très recherché. Et de l'autre côté, quand tu as un quarterback qui est capable, en faisant étirer le jeu, de s'en sortir grâce à sa mobilité, etc., en restant dans la poche malgré tout, ça fait la différence. Donc les Texans sont meilleurs à l'heure actuelle, mais je pense qu'il reste un petit palier, un petit plafond à ces Texans. Donc on verra la suite. Bon, le coach des Jaguars reste Doug Marrone en même temps. Oui, non, mais c'est ça. Il y a quand même un petit problème à ce niveau-là. Qui fait partie de la fameuse liste des coachs interchangeables. Rappelons que Doug Marrone sera probablement embauché par les Falcons ou les Chargers à la fin de l'année quand il y aura un changement de coach de ces côtés-là. Les Panthers 30, Titans 20. Énorme boulot de Christian McCaffrey, 166 yards au total, 3 touchdowns. T'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils en avaient besoin, ils marquaient. Donc ils ont repris leur bonne recette à eux. Ça a été un peu plus propre que le dernier carnage. Et puis là, on a deux équipes qui ont été dans leur registre, quoi. Les Titans ne sont pas le droit à l'erreur. Ils ont perdu 3 ballons, du coup c'est fatal. Oui, c'est ça, c'est une équipe des Titans qui ne s'en sort que quand elle est propre vraiment. Elle peut pas se permettre ces pertes de balles là, ça a été vu, une défense au sol qui a pris le lot contre Christian McCaffrey. Voilà, après je pense aussi côté Titans, moi je reste persuadé qu'il y a quand même quelques talents. Je trouve la ligne offensive bien moins bonne que ce qu'il y a sur le papier. Mike Vrabel est sympa, mais je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le coordinateur offensif n'est absolument pas l'homme de la situation. Donc, Alors voilà, j'allais t'en parler. On parlait de choix de jeu douteux avec certaines équipes. Alors là, les Titans, ils préparent leur plan de jeu et ils regardent les stats et ils voient les Panthers autorisent 135 yards au sol par match avant cette rencontre. C'est impressionnant quand même. Si on donnait le ballon à Derrick Henry seulement 2 fois en première mi-temps. Voilà. Non mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? T'as tout dit. Ils font des choix offensifs très très étonnants. Ne pas nourrir Derrick Henry, qui est le meilleur joueur de cette équipe en attaque, me laisse pantois. Donc je sais pas. Ah ouais, ça c'est quand même, c'était vraiment un choix particulier quand même. Alors je sais que Tannehill sortait de bons matchs, mais non mais voilà, j'ai été un peu dur avec Ryan Tannehill dans les leçons de la semaine,
Mais franchement, voilà, ça reste un quarterback moyen. Oui. T'as Derrick Henry et une défense au sol en face en difficulté. En théorie, tu balances ton Derrick Henry dans la défense au sol en face qui est en difficulté. Donc ça me paraît quand même être le b.a.-ba. Et au moment où je te parle, Raphaël, breaking news, 19h31 au moment où on enregistre, Nick Foles est nommé titulaire à nouveau des Jacksonville Jaguars. Voilà. D'accord. Je le dis pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller sur le site avant d'écouter le podcast. Nick Foles est de retour et donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure, mon petit trophée pour Gardner Minshew à la mi-saison. Ce sera pour la mi-saison. C'est un choix. Je sais pas trop quoi penser de ce choix, à vrai dire, en fait. C'est vrai. Alors, je pense quand même que Minshew peut encore profiter d'un peu d'apprentissage et que Foles est quand même un titulaire un peu plus expérimenté, non ? Ouais, mais est-ce qu'ils le testent 8 matchs et en se disant ils font le bilan à la fin de la saison, ils virent l'un des deux en montant en échange? Est-ce que ils pensent que Minshew c'est vraiment un remplaçant et ils installent Foles indiscutable? Je sais pas, Après, le contrat de Foles n'était pas ultra long de mémoire. Il y avait une histoire qui s'était engagée pour 2-3 ans seulement. Ouais, 2 ou 3 ans. Oui, non, ça peut. Bon, je sais pas. Je sais pas si je serais pas resté avec Minshew, moi, mais. Ah ouais, bon, tu vois, ça me choque pas, tu vois. On va repartir sur les matchs avec les Bills 24, Redskins 9. Devin Singletary, 20 courses, 95 yards, un touchdown. Nouveau leader offensif de Buffalo. Oui, il a été drafté cette année. Il a été amené à prendre la place de Frank Gore, qui est éternel. Hein. On ne dira jamais assez à ce niveau-là. Autant de longévité en NFL, c'est impressionnant quand tu vois les mecs qui restent 3 ans en moyenne. Mais il s'essouffle, l'ami Frank Gore, et donc Singletary va devenir la pièce maîtresse de cette attaque, surtout que Josh Allen progresse pas particulièrement. Non, il est à 14 sur 20, 160 yards. Ouais, on est dans une sorte de stagnation. Buffalo a fait du Buffalo. Voilà. On a dit qu'on faisait des résumés un peu plus courts aujourd'hui. Là, je pense que de toute façon, on n'a pas appris grand-chose sur Buffalo. Ils ont gagné ce match qu'ils devaient gagner. En face, il y avait, tu parlais de coureur éternel, Adrian Peterson. Quand ton arme principale offensive, c'est Adrian Peterson qui a 34 piges, c'est assez inquiétant. Et donc, les débuts de Dwayne Haskins en tant que titulaire. Alors, c'était pas cadeau de lui offrir la défense de Buffalo pour sa première titularisation. 15 sur 22, 144 yards. Bon, il y a énormément de progrès à faire. On n'apprend pas grand-chose non plus là-dessus. Les Steelers 26, Colts 24. Les Steelers, mine de rien, ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs avec toutes les blessures. C'est quand même à mettre au crédit de Mike Tomlin, non ? On parle beaucoup de... Non mais c'est vrai, moi pour lui avoir beaucoup tapé dessus quand il a beaucoup de stars et qu'il allait pas au bout, là sans stars, il fait du taf de coaching pour le coup. Ouais, non mais je dis parce que je me rappelle d'une émission il y a 3-4 semaines où vous aviez critiqué Tomlin pas mal et je sais plus c'est pour quelle équipe où j'avais cité Tomlin comme un potentiel bon coach pour remettre en place la franchise et personne. C'était pas les Redskins d'ailleurs ? Ouais, peut-être. Oui, c'est ça, puisque les Redskins c'était prêt à monter un échange pour Tomlin. Moi, je reste persuadé que c'est un coach correct pour monter, en tout cas pour donner de la solidité, de la solidité à son groupe, mine de rien, il le prouve. Ils ont quand même fait un super coup en faisant venir Minkah Fitzpatrick. Franchement, je sais pas si ce sont les seuls à avoir tenté le coup, mais qu'est-ce que tu veux dire que le choix du premier tour de milieu de draft qu'ils ont lâché n'aurait pas pu faire mieux? Je sais pas. Non mais oui, clairement, ça fait quoi, 4 interceptions en 2 matchs pour Fitzpatrick, dont 2 ou 3 retournés pour des touchdowns? 2 de mémoire. 2, ouais. Donc, non, il est excellent, il apporte beaucoup et c'est effectivement c'est grâce à cette capacité de la défense à créer des turnovers que les Steelers arrivent à enchaîner des victoires. Même si là les Colts se sont tirés pas mal de balles dans le pied, on n'avait plus l'habitude avec ça avec eux quand même. Mais bon, après il y a la blessure de Jacoby Brissett dans le second quart qui doit perturber quand même un petit peu le rythme et l'ambiance. Hein. Oui, non, c'est sûr que ça gaze. Après, Brian Hoyer est pas mauvais particulièrement dans ce qu'il fait. Non, il a fait un match correct. Hein. Il a assuré le boulot. Il n'est pas limité. Il peut assumer le plan de jeu. Donc, mais bon, je peux comprendre que ça perturbe un peu aussi un rythme et mentalement pour les joueurs qui sont préparés. Ouais. Mais d'ailleurs, tu disais les Colts se sont tirés une balle dans le pied. Il y a quand même un lineman qui a tiré une balle dans la cheville et le genou de Jacoby Brissett parce que c'est un de ses coéquipiers. Moi, l'action, je la trouve quasiment gaguesque au moment où le lineman lui marche sur la cheville. Donc déjà vénère. Bon, le mec,
Déjà, il prend un peu cher, quoi. Il y a un type de 120 kilos. Et t'as l'impression que le lineman, tu sais, fait genre, ouh, pardon, ta cheville, mec. Attends, je vais faire le genou avec. Et là, il tombe sur le genou derrière. Oh là 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 là. Mais c'est Quentin Nelson, je crois, qui blesse. Ah bon j'avais même pas fait gaffe. Je crois. Sur une poussette de Casey Hayward, le défenseur des Steelers. Et d'ailleurs, juste petite insiste sur ce match pour ceux qui aiment bien se faire des replays. Je vous invite à regarder ce match et particulièrement le duel entre Casey Hayward et Quentin Nelson qui a été de très très haute volée sur pas mal de snaps. Regardez ça, un vrai beau duel. Et tu le disais, donc la défense de Pittsburgh, donc qui a fait du gros boulot, 5 sacs, 3 ballons volés. C'est vraiment. On n'a pas parlé de Devin Bush d'ailleurs dans les rookies défensifs, mais il aurait pu mériter une mention. Et pour la petite stat, 200 réceptions en carrière pour Juju Smith-Schuster. Sache que c'est le premier joueur de l'histoire à capter 200 ballons avant ses 23 ans. Ouais, non, c'est impressionnant. Notable, hein, ouais, clairement. en termes de productivité. Seahawks 40, Buccaneers 34, Russell Wilson 378 yards, 5 touchdowns, 0 interception, dont le touchdown de la gagne en prolongation après avoir gagné le tirage au sort. Je sais pas si tu as vu sa déclat sur le joueur du match. Non, j'ai pas. Je sais pas à quel niveau de troll il était, mais en gros il a dit Geno Smith est l'homme du match pour avoir gagné le tirage au sort de la prolongation. Cela dit, c'est pas totalement faux parce que l'attaque des Buccaneers qui était très en forme ce soir-là aurait pu gagner le match si elle avait eu le tirage au sort, hein. Cela dit, c'est vrai. C'est vrai. Là, pour le coup, Jameis Winston fait un presque match plein. Il perd quand même un ballon. Mais après, il n'est pas aidé par une défense qui prend 492 yards. Hein, sur oui, voilà, c'est ça. C'est effectivement, il perd ce petit ballon qui remet bien Seattle en jeu. Mais sur ce match-là, il est quand même pas la principale cible de la défaite parce que globalement, il déroule assez bien en attaque avec Mike Evans. La défense, c'est toujours pareil. Attends pas, rien ne marche exactement en même temps, au même moment. Clairement. Mike Evans qui mériterait une mention dans les joueurs offensifs de l'année d'ailleurs, tellement il est fort. Il fait une très belle saison. Bon, pas au point d'être joueur offensif de l'année, mais il fait une belle saison. Oui, je veux mettre des trophées de participation à tout le monde. Russell Wilson, donc on l'a dit MVP, je mentionne quand même les stats de ses receveurs sur ce match. Tyler Lockett, 13 réceptions, 152 yards, 2 touchdowns. DK Metcalf, 6 réceptions, 123 yards, 1 touchdown. 2 touchdowns pour Jacob Hollister. Est-ce qu'il a déjà été aussi bien armé, Russell Wilson ? Voilà, c'est ce que... si, il y a quand même un moment où ils avaient ensemble Golden Tate et Doug Baldwin. C'était quand même pas trop mal. Ouais. Mais ça remonte à déjà 2-3 ans. Là, effectivement, je trouve qu'il a une vraie belle escouade qui commence à construire. Si jamais Pete Carroll arrive à contrôler Josh Gordon, ça pourrait être vraiment très intéressant comme trio. Alors oui, on rajoute pour ceux qui n'ont pas suivi, Josh Gordon signé par les Seahawks après avoir été coupé par les Patriots et officiellement bon pour le service. Il a passé sa visite médicale. Maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un état où le cannabis est légalisé au niveau récréatif. Donc j'ai un petit doute sur le fait qu'il arrive à se tenir. Après, c'est ce que je disais dans le fauteuil, c'est que bon, ils peuvent habiter dans n'importe quel état. Dans les faits, c'est toujours illégal pour la NFL. Donc leur loi à eux, c'est. Oui, mais donc il y a encore plus de tentations, quoi. Tu vois, c'est ça que je. Oui. C'est vrai que du coup, il peut sortir et qu'il y a des gens qui en consomment. Voilà. Il y a peut-être un peu plus de tentations, mais bon, de toute façon, c'est un pari qui se tente. Hein. Ça marche pas, il le vire. Ça marche, il le garde. Bon. Ah bah par contre, si ça marche et que t'as un trio Lockett, Gordon, Metcalf. Ah oui. Wow. Alors ça. Ouais, il y a match. Hein. Ah oui, non, clairement. C'est costaud. Eagles 22, Bears 14, 9 yards pour les Bears sur la première mi-temps. Le premier first down à 1 minute de la pause, 164 yards au total. Tout va bien pour Mitchell Trubisky et cette attaque. Ouais, ça doit être encore Khalil Mack le responsable. On a dit qu'on passait pas trop de temps, mais pour Chicago, c'est exactement les mêmes remarques qu'on fait depuis 8 semaines. Donc voilà. J'aimerais bien que Khalil Mack craque en conférence de presse, tu sais, qu'il y a un journaliste qui dise vous pensez que c'est la responsabilité de la défense et qu'il va non mais là faut pas déconner quand même. non là faut qu'on change d'attaque par contre là les gars, moi j'y suis pour rien. Je viens, je fais mon taf, c'est bon quoi. Ouais, Philadelphie, c'est sur la lancée du succès précédent, 146 yards au sol, pas de ballon perdu, 40 minutes de possession hein, d'ailleurs. Ouais. Les Bears, du coup, comme ils rendaient le ballon toutes les 3 secondes, c'est voilà. Mais Philadelphie est resté sur les recettes qui les ont relancées la semaine d'avant, c'est-à-dire de prioriser un peu le jeu au sol et de s'établir comme ça. Quoi. Avec en plus un petit Zach Ertz qui est ressorti de sa poche à plus de 100 yards qu'on n'avait pas trop vu depuis le début de saison, qui était assez en difficulté, qui retrouvait pas cette alchimie avec Vance, donc c'est une bonne nouvelle de plus.
Bon, il reste quelques trous dans cette équipe des Eagles, mais c'est bien mieux qu'il y a quelques semaines et ça va jouer le titre en NFC Est avec Dallas. Et alors, si tu veux une autre info breaking qui vient de tomber, parce que ça n'arrête plus, Cam Newton placé sur la liste des blessés. Aïe. Voilà. Ah oui, tiens, on n'en a pas parlé. Ouais, ça sent pas bon. Sa carrière commence à prendre une tournure pas terrible, hein. Oui, bah ouais, toutes ces blessures aux pieds, c'est quand on est un joueur de ce gabarit-là, avec cette mobilité-là, avoir les pieds fragiles. Ça fait 2 ans de suite du coup qui finit pas la saison. Je sais pas ce que les Panthers vont vouloir en faire, mais puis là, ça risque de réduire le nombre au fur et à mesure des preneurs, parce que il va falloir, en plus, ça devient de plus en plus un pari, en plus si une équipe voulait échanger pour lui, donc. Ouais, alors après, c'est un pari que certaines peuvent se permettre. Oui. À l'heure actuelle, t'es Chicago, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter un Cam Newton pour un 3e tour s'il est sur C'est liste? vrai. Tu vois, bon, C'est vrai. je pense que ça peut se tenter quand même. Bon, après là, du coup, le marché des transferts étant fermé, Oui, maintenant, ça sera ils ont intersaison. jusqu'au mois de mars pour voir comment ça évolue aussi, hein. Donc, Raiders 31, Lions 24 entre les breaking news. On revient au match. Ça tourne cette attaque. 120 yards pour Josh Jacobs, si on parlait de lui tout à l'heure. Derek Carr décisif en fin de match. Bonne ligne offensive. Tom Cable d'ailleurs. Il faut quand même, rendre à Tom Cable ce qui lui appartient. Ah bah sincèrement, moi c'est pas loin d'être la surprise de l'année pour moi, le fait que cette ligne offensive sous Tom Cable performe autant, parce qu'il nous avait quand même habitué ces 7-8 dernières années, sans mentir, hein, vraiment 7-8 ans à avoir des lignes offensives mauvaises. Là, elle surperforme, elle est dans les meilleurs de la ligue, top 10 sur cette saison, donc grosse surprise, et ça aide totalement l'équipe, et c'est bien coaché. Belle saison des Raiders en fait. Ah oui, mais moi, ce que j'allais te dire, franchement, je suis content pour eux. Je les trouve excitants. Ils passent 450 yards à ces Lions. Alors, t'as l'impression qu'il y a un truc qui se construit, non? Belle saison pour eux, tant mieux, et je suis content aussi. Après, je les trouve pas spécialement excitants pour le coup. Je trouve pas que c'est une équipe que tu regardes le dimanche en te disant il va se passer un truc, ça va être ouf quoi. Alors, je me disais pas, je me suis un peu pris les pieds, mais pas tant dans le jeu. Alors, j'aime bien voir Josh Jacobs courir, c'est mes petits plaisirs, mais encore une fois, c'est peut-être parce qu'il est dans ma fantaisie et je le dis moi. Non, mais c'est plus, je trouve ça excitant qu'il y ait enfin un truc qui ait l'air de se construire à Auckland. D'accord. Okay. J'ai l'impression qu'ils vont quelque part. Quand je les vois jouer, que je vois Jacobs rentrer dans le tas et que je vois Derek Carr jouer juste et tout ça, c'est pas glamour sur la forme, mais je me dis waouh, il y a enfin un truc qui prend forme, quoi. Ouais, non, ok, je te rejoins. Et du coup, c'est un peu d'ailleurs pour moi le contraire des Lions, où on retombe quand même bon an mal an dans ce qui est cette équipe depuis des années. C'est pas super excitant, ça finit par pas gagner, ça passe près, ça passe pas près, ça perd, et puis voilà. Et c'est vraiment dommage parce que Stafford est redevenu à un bon niveau, enfin je le trouve vraiment très très bon cette saison, Matthew Stafford, comparé à l'an dernier. Il est beaucoup plus propre, il est vraiment incisif dans les lancers, il se fait plaisir avec Golladay et Marvin Jones. Mais Détroit, c'est une équipe qui depuis 7-8 ans a toujours les mêmes faiblesses. Faiblesse en défense aérienne, faiblesse dans le jeu au sol, et ça fait 7-8 ans que rien ne se règle, donc bon. Mais c'est ça en fait, c'est que tu disais, Stafford redevient bon, et du coup, il y a de nouveau pas de jeu au sol et pas de défense. Donc voilà. Et pour la stat, les Raiders prennent quand même 473 yards sur ce match en défense, mais leur défense fait partie du projet de construction. Elle a plus de retard que l'attaque au niveau de la construction, mais encore une fois, c'est à voir pour la suite. Broncos 24, Browns 19. Alors la semaine dernière, on avait dit les Browns ont une chance de revenir parce qu'ils ont un calendrier plus simple en deuxième partie de saison. Bon, ça ne part pas très très bien parce que, alors déjà, ils perdent en dominant dans toutes les catégories statistiques. Les yards, le temps de possession, le nombre de turnovers. Mais ils sont à 1 sur 5 dans la red zone. Et voilà, ils se prennent 3 longs touchdowns. Les Broncos n'ont pas besoin d'avoir une bonne efficacité dans la red zone parce qu'ils n'ont pas besoin d'y aller. Ils mettent des touchdowns de 45 yards, de 75. Des longs. Voilà. Et donc, les Browns, là, commencent à toucher de plus en plus le fond parce que avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Broncos, mais Brandon Allen jouait son premier match NFL. C'est ça. Il est à 12 sur 20, 193 yards de touchdown. Ils ont 127 yards au sol. Noah Fant, le tight end, sort de sa boîte à 115 yards. Visiblement, jouer contre les Browns, ça fait du bien à tout le monde quand même. Mais là, je sais plus quoi dire sur Cleveland.
Comme tu dis, c'est vraiment une défaite assez inquiétante parce une défaite inquiétante parce qu'elle met en exergue aussi beaucoup de ses points faibles. Et comme tu l'as dit, sur la red zone, là, 1 sur 5, c'était absolument catastrophique, le play call, le manque d'inspiration de Baker Mayfield, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. C'est Cleveland depuis le début de la saison, et si la remontada espérée commence comme ça, bon. Ouais, franchement, c'est très inquiétant. Et après, pour Denver, on a quand même vu un nouveau quarterback. Oui, bah voilà, ils ont eu 8 matchs pour le tester, et puis... Alors, je me demande d'ailleurs dans quelle situation on se retrouve, parce qu'ils ont drafté Brandon Allen il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Et à la base, ils ont quand même drafté Drew Lock beaucoup plus haut cette année. Mais oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Je sais pas vu que Drew Lock en plus là est en train de revenir de blessure. Donc je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont tester les deux? Est-ce que là pour l'instant ils laissent le ballon à Allen? Je sais pas. J'ai beaucoup aimé la déclat de Von Miller qui a dit après le match: je le savais depuis le début de la saison, Brandon Allen, je savais qu'il était magique et tout. Fallait le dire au coach. On peut pas lui reprocher d'être motivé même quand ça se passe mal. Von Miller, c'est un vrai capitaine, tu vois. C'est vrai. Dolphins 26, Jets 18. Alors, bon, déjà, merci aux Dolphins. La semaine dernière, ça aurait pu être mieux. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a vu la différence entre une équipe sans talent qui se bat pour son coach et une équipe avec un tout petit peu plus de talent qui n'a plus rien à secouer et dont les coachs n'ont pas de solution? Oui, je pense que c'est ça, mais les Jets sont en train de ressembler aux Dolphins de l'an dernier qui ne se battaient plus pour Adam Gaze. Et tiens, bizarrement, quel est le point commun entre les deux? Tiens, Adam Gaze qui pendant l'intersaison, pendant la dernière semaine, veut virer Le'Veon Bell, veut a priori peut-être virer Jamal Adams, a viré Leonard Williams. Voilà, mais on le savait, Adam Gaze n'aime pas les personnalités dans son vestiaire, il veut virer tout le monde, les mecs lui font la tête, il y a un problème dans le vestiaire qui est prêt à exploser, et les mecs se battent pas pour lui, la ligne offensive est catastrophique, voilà. J'espère vraiment que Adam Gaze reverse au moins 15% de ses salaires à Peyton Manning, parce que cette saison qu'ils ont fait ensemble, où du coup Manning a donné l'impression que Gaze était un génie, il lui doit sa carrière, derrière. Il lui doit sa carrière, et Gaze il va devoir recommencer à mon avis assez bas dans l'échelle pour se recréer une réputation, parce que il commence à les enchaîner là. Ouais, là, et puis donc ils gonflent leurs stats en fin de match sur le dernier drive et tout ça, mais c'était affligeant dans l'ensemble, c'était assez affligeant. Miami est pas une grosse équipe en défense, ils ont rien fait, ils prennent 10 pénalités, la ligne est toujours mauvaise, Darnold est toujours sous pression et en plus que des fois il panique, ça donne des interceptions, l'interception qui balance sous la pression, pour aller n'importe comment en reculant et tout ça. Bon, donc ouais, c'est une équipe là qui a quand même perdu tout. Il faudrait voir à pas détruire la carrière de Sam Darnold qui ne fait de commencer et qui avait quand même il a quelques moments où il montre des choses qui pourraient être intéressantes. Donc mais là il devient urgent de changer tout le coaching staff au pire pendant l'intersaison quoi. Oui, totalement d'accord. T'imagines s'il vire le mec en cours de saison alors qu'il a été embauché au printemps quoi. C'est bon. Les Dolphins c'est beau quand même. Ryan Fitzpatrick 288 yards, 3 touchdowns, lui il est incroyable. Lui par contre il donne la foi à tout le monde. Ils ont pas de jeu et sans jeu au sol. Fitzpatrick fait le taf, il s'en fout. Ils ont confirmé, ils avaient montré de la hargne quand même sur certains des derniers matchs. Ils étaient courts parce qu'ils n'avaient pas le talent, mais là c'est récompensé. Ça fait plaisir aussi pour Brian Flores parce que c'est sa première victoire. Ouais, non, c'est bien pour le coaching, c'est bien pour les joueurs pour ceux en tout cas qui se battaient semaine après semaine et qui étaient un peu la risée de la ligue, d'être capable d'aller malgré tout chercher ce match. Voilà, c'est une belle victoire. Après, on en est à la moitié de l'année 1 de la reconstruction totale de cet effectif, donc voilà. Le Monday Night Football, c'était les Giants 18, Cowboys 37, victoire logique des Cowboys. Bonne défense dans la zone rouge, ça on peut leur reconnaître, ils ont beaucoup stoppé les Giants dans les 10 derniers yards. Et Pat Shurmur s'est fait un plaisir de frapper des field goals plutôt que de tenter quelque chose. Il y a une bonne ligne offensive pour ouvrir le jeu au sol, ils ont mis du temps à conclure. Après c'est victoire logique, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose dans ce match non plus. Non, rien appris de particulier sur Dallas, clairement. Si, alors moi je trouve quand même une excuse. Dak Prescott s'est quand même fait opérer des dents de sagesse pendant la bye week, donc c'est peut-être pour ça il était un peu dans le gaz quand il a lancé la première interception. Daniel Jones perd encore 3 ballons, il est quand même à un niveau très élevé sur le rythme des pertes de balles. Alors il a l'excuse d'être rookie, mais il est à un niveau Jameis Winstonien sur les stats.
Ouais, bon, je sais pas, moi ça m'embête jamais trop de voir un joueur perdre des ballons, un rookie. Je sais plus à combien il en est, mais il en est j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il est à 16 ou un truc comme ça. Mais ça sera sans doute un problème toute sa carrière, hein, mais s'il arrive à compenser par d'autres, bon, faut voir. Je lisais un papier qui disait en gros c'est le clone d'Eli Manning et il a pris les mauvais côtés aussi quoi. Cardinals 49ers, c'était le match du jeudi, 25 pour les Cardinals, 28 pour les 49ers, avec un bon Jimmy Garoppolo à 4 touchdowns, avec la connexion qui a fonctionné avec Emmanuel Sanders, sa nouvelle cible, cette réception 112 yards. C'est bon, ça peut gagner de toutes les manières maintenant les 49ers. Ouais, ça peut gagner de toutes les manières. C'était un peu une des attentes, tests qu'on avait vis-à-vis de Jimmy Garoppolo. Donc, très bon niveau. On va attendre la suite. Et les Cardinals qui restent accrocheurs, pas de ballon perdu, 110 yards au sol et 52 dans les airs pour Kenyan Drake, qui pourrait être une petite option fantasy si vous cherchez, et qui convient bien au système de Cliff Kingsbury avec David Johnson qui va revenir. Ils ont des options. Hein. Non, ils ont des options, mais on l'a déjà dit, hein, cette franchise d'Arizona finalement a bien fait tous ces changements à l'intersaison, puisqu'elle a l'air d'être repartie dans le bon sens totalement. Donc à construire, mais ils sont loin d'être ridicules cette saison. Après nos avis, voici les vôtres, c'est l'heure du répondeur. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo, 1, 4, 8, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. Salut les gars, c'est Idrissa en direct de Wembley. Ici, il est 17h10. Les Texans mènent 19-3 contre les Jacksonville Jaguars. Minshew la baguette, Minshew drop back, il lance, c'est une passe incomplète. Hey, salut tout le monde, c'est Guillaume de Vitry. C'est juste pour vous dire que je suis fan des Ravens et que bah là, tout va bien. Tout va bien. California Love, tan, tan, tan. Josh Jacobs, Rookie of the Year. John Gruden, Coach of the Year. On te pardonne, Raphaël Masmejean. C'est la Raider Nation. Mais DK Metcalf, c'est quoi son prénom? C'est Didier Kevin? Donkey Kong? Hello, petite mise à jour. Fin du match, 26-3. C'est un match agréable à regarder. La Minshew Mania en a pris pour son grade. Un des shows de Watson virevoltant à défaut d'être impressionnant statistiquement parlant. Et voilà. Bonne soirée les gars. Merci à tous pour vos messages sur le répondeur. C'est l'heure de passer au top et au flop. Je remarque que je dis beaucoup c'est l'heure, Raphaël, et je vais faire attention à mes transitions. Les tops et les flops. Raphaël, je te laisse commencer avec ton top. Ou tes tops. Mon top, c'est la victoire de Baltimore face aux Patriots, c'est surtout le style affiché. Depuis le début de l'intersaison, j'avais joué les Ravens en playoff, dans nos pronostics. J'avais commencé à monter dans le train Lamar Jackson. Je suis totalement à fond dedans. Moi, je prends pas mal de plaisir à le regarder jouer. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Triple top pour moi, Deshaun Watson comme toutes les semaines, bon ça deviendra régulier. J'ai dit que j'étais content pour les Raiders, donc je le mentionne. Et puis en fait mon vrai top c'est Andy Reid, coaching master, parce que ouais je trouve ça, j'ai remis la liste dans les leçons de la semaine des mecs qu'il avait surcoachés. T'as quand même des Kevin Kolb, des Edge. Il a quand même gagné des matchs avec Jeff Garcia en fin de carrière titulaire à Philadelphie. Il relance quand même la carrière de Michael Vick quand il est récupéré à Philadelphie. C'est vrai. Donc en plus il s'adapte à des styles différents, il s'adapte à... Enfin voilà, il signe avec Nick Foles la saison à l'époque la plus élevée sur l'évaluation d'un quarterback. C'était pas Chip Kelly? Ah, c'est peut-être Chip Kelly. C'est Chip Kelly, je crois, à ce moment-là. Autant pour moi, je me suis embrouillé sur la date. Mais bon, voilà. En tout cas, il a rien que pour avoir fait de Kevin Kolb un quarterback qu'il a réussi à échanger ensuite contre, je sais plus, c'était quoi, un choix du 2e tour ou 3e tour. Mais il avait bien fait grimper la valeur de Kevin Kolb. Donc voilà, Andy Reid, tout ce qui touche se transforme en or au poste de quarterback. Donc voilà, gros top à lui. L'homme du Movember éternel en plus, parce que c'est Movember et il le fait tout le temps. Donc gros respect. Le flop.
Ça va faire un peu soupolé, mais le niveau d'irrégularité et de mauvaises choses en NFL qui se passe sur différents terrains, ce week-end, ça m'a particulièrement sauté à l'œil. On a quand même 6, 7, 8 équipes, je trouve, d'un très très mauvais niveau à l'heure actuelle en NFL, que ce soit en attaque, en défense. Les attaques moyennes sont peu inspirées en attaque. Voilà, je trouve qu'il y a un niveau général qui est très moyen à l'heure actuelle en NFL. Ouais, non, mais oui, ça se défend, je vois ce que tu veux dire. Le flop, alors au début j'avais prévu de mettre les Jets, et puis après, alors en fait c'est suite à l'article qu'on a fait ce matin sur la possible venue des Chargers à Londres, et alors je dois avouer que j'ai du mal à comprendre la réaction de certains supporters européens. J'ai pas l'habitude de réagir aux réactions, parce que voilà, mais j'ai du mal à comprendre quand les gens... sont soit blasés en mode non, la NFL c'est les États-Unis, ça doit rester aux États-Unis. Bah, ça peut être cool, le monde il est global maintenant, ils nous ont envoyé le McDo, ils peuvent nous envoyer des trucs plus fun aussi. Donc voilà, mais non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui. Pourquoi on n'aurait pas une franchise chez nous, ce serait super cool. Donc ça, et puis après alors, on avait déjà parlé des gens qui jouent les GM et tout ça, et qu'il faut qu'on est plutôt partisans de s'amuser et tout ça, et moi il y a un truc qui me dépasse, c'est quand j'ai vu plein de commentaires aujourd'hui qui disaient non mais logistiquement avec l'avion, avec machin et tout ça, et il y a des gens, tu les entends le dimanche genre hurler genre ouais lui il est trop nul, je l'ai dans ma fantaisie, il devrait courir plus vite, etc. Ou alors quand les mecs sont blessés, des fois dire ouais il devrait jouer, il est pas assez dur au mal et tout, et derrière ouais mais là il a 2 heures d'avion en plus, ça risque d'être compliqué. Enfin voilà, on a eu le débat en interne dans la rédaction. A priori, ces gens ne volent pas sur EasyJet ou une autre compagnie qui vous permet de tester la souplesse de vos jambes et de mettre vos genoux dans votre bouche. A priori, ils volent en business, ils ont des conditions à peu près cool. Oui. Et je vous jure, c'est pas la même vie, quoi. Donc a priori, ils sont plutôt pas mal. Mais voilà, et encore une fois, ça me fait marrer des fois la différence de... comment dire, d'intérêt dans le bien-être des joueurs. Tu sais, des fois quand les mecs genre veulent se lever pour l'hymne ou avoir des opinions, on est là ouais qui pensent au football, et franchement ils font chier machin et tout ça, et puis derrière là on est là genre oh non petite heure, faut penser au sommeil quand même, hein, s'ils sont pas couchés à 21h30. Donc, je sais pas. Ou alors c'est purement cynique et c'est vraiment juste dans le rapport à la performance, c'est-à-dire qu'on s'en fout de l'humain et c'est juste s'ils font 2 heures d'avion de plus, ils vont pas être bons pour ma fantaisie et pour mon équipe. Je sais pas, mais ouais, donc, voilà, je sais pas. Ça c'est un mini coup de gueule, mais ce que je veux dire c'est surtout que autant on a des gens, et évidemment être supporter et être des fois outrancier, et ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'on est tous là et c'est pour ça que vous nous suivez, etc. Mais du coup, je me dis, les gens, ils arrivent à être outranciers sur des trucs. Tu sais, il y a des gens, ils m'ont vendu pendant 2 ans que Blake Bortles c'était un bon quarterback, par exemple. Tu vois, ils arrivent à s'enthousiasmer là-dessus. Donc, pourquoi vous arrivez pas à vous enthousiasmer, à dire, mais on s'en fout de la logistique, on veut une équipe à Londres, c'est trop bien. Moi, je veux une équipe à Londres, je veux une équipe à 2 heures de Paris, avec dans un super stade à Tottenham, 8 fois par an. Bah, je réfléchis même pas. Là-dessus, je suis fanatique et je réfléchis pas. C'est là qu'il faut être irrationnel. On veut de la NFL en Europe, c'est trop cool. Et d'ailleurs, j'ai été étonné parce que les réactions les plus positives sont dans les commentaires sur Facebook, où c'est pas toujours les réactions les plus positives en général. Donc, sur Facebook, les gens sont très enthousiastes. Félicitations à eux. C'est ça, c'est du positif que je veux voir. Allez, on passe aux questions. On est parti pour les questions Raphaël, et on va commencer avec une question bien-être, parce que justement on parlait de bonheur. Question d'Arnaud Jets, une idée pour remonter le moral d'un fan des Jets dont les meilleurs souvenirs datent de l'époque Ryan Sanchez, c'est dire. C'est Arnaud Jets qui nous pose la question. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'autres idées, qu'il y a par certaines choses qui sont recommandées avec modération. Donc, alors je vais te citer la réponse parce qu'il y a Jean-Michel de notre équipe qui lui a répondu directement dans les commentaires et je sais que tu vas adorer. Il lui a répondu: vous êtes bien placé pour obtenir Chase Young, defensive end d'Ohio State, ou Andrew Thomas, offensive tackle de Georgia en 2020. J'adore l'optimisme et l'amour de Jean-Michel pour la NCAA, ça me... Oui, et console-toi, t'auras un offensive tackle.
Ça vend du rêve. Bon, évidemment, on taquine Jean-Michel et Oui. on apprécie son enthousiasme pour la NCAA parce qu'il est un des maîtres du domaine avec Grégory sur le site. Question de LW75. L'arrivée de plus en plus nombreuse de quarterbacks typés college à très forte mobilité et qui deviennent titulaires comme Lamar Jackson, Josh Allen, Kyler Murray est-elle la réponse à des pass rush plus rapides et puissants, surtout dans les moves extérieurs au tackle ou simplement un effet lié au coaching staff plus jeune? Bonne question. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est en partie lié à s'adapter à des lignes défensives toujours plus performantes, toujours plus rapides sur le quarterback. Donc, apporter le fait qu'il puisse être mobile et puis même globalement sur sa stratégie offensive, pouvoir jouer des doubles menaces, ça me paraît ça me paraît être logique. Après, on est encore loin d'un vrai mouvement de fond. On en a 3-4 des joueurs comme ça en NFL à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut encore attendre un peu avant de... Mais je pense qu'effectivement ça répond à un besoin d'éviter des pass rush, on en avait déjà parlé, des pass rush toujours plus dynamiques avec des linemen offensifs qui nous semblent peut-être un peu en retrait ces dernières saisons. Ouais. Question de Sexol. L'AFC est-elle déjà scellée? Les champions de division Est, Nord et Ouest semblent déjà connus. Les Bills ont un bon bilan et un calendrier favorable. Restent les Colts et les Texans qui devraient continuer à performer pour arracher leur division avec l'avance qu'ils ont déjà. Ça devrait être difficile pour les autres équipes de les déloger sans vouloir manquer de respect aux Steelers et aux Raiders pour ne citer que. C'est vrai que Patriots, ça semble oui. Ravens aussi. À l'Ouest, alors je m'embrouille sur les divisions. AFC West, Chiefs, ouais. Les Bills donc pour une wildcard. Donc oui, il reste Colts et Texans qui se tient la bourre pour la Sud. Et qui du coup pourrait prendre des 5 places 4 et 6 quoi. Ouais, le strapontin quoi. Bah oui, c'est vrai que la AFC en l'occurrence pour l'instant regorge pas de suspense. À moins que tu vois un autre outsider, non, je sais pas, tu vois les Chargers pour la remontada. Peut-être les Chargers, s'ils arrivent à garder les bonnes choses qu'on a vues cette semaine, peuvent aller chercher ce strapontin 6 face à des Colts et des Texans qui, à force de se tirer la bourre entre eux, peuvent aussi un peu diminuer le bilan dans une division où c'est jamais facile de battre les adversaires de division, je sais pas. Question de Dop, un mot sur Mark Ingram qui fait une super saison. C'est vrai qu'on parle énormément de Lamar Jackson et du gros jeu au sol de Baltimore, mais on dit jamais le nom de Mark Ingram. Mark Ingram est une super acquisition pour cette équipe de Baltimore. C'est vraiment le type de coureur qu'il fallait pour accompagner Lamar Jackson, un coureur tout en puissance, qui est pas tant présent dans le jeu de passe, qui a pas besoin d'être nourri en permanence. C'est une super acquisition, clairement. Mais je suis pas étonné. Baltimore en général, c'est quand même une équipe qui fait des bonnes free agency, que ce soit en draft ou en free agent. Je trouve que globalement, c'est une équipe qui se rate peu dans ses choix de free agent, donc je suis pas étonné. Ingram, il est à 585 yards et 5,1 yards par course avec 7 touchdowns cette année. Il est quasiment, dans un match, il sera au-dessus de ses stats en 12 matchs de New Orleans l'an dernier. Bon, oui, il partageait avec Alvin Kamara, évidemment. Ouais. Tiens, une question, si tu veux te mettre dans la panade avec certains supporters, tu as le droit de pas y répondre. Question de Patrick Englebert. Après ce Sunday Night, va-t-on enfin admettre que les chiffres de la défense de New England étaient surgonflés par le fait d'avoir jusque-là rencontré 7 équipes au bilan négatif sur 8, la 8e, les Bills étant incapables de marquer plus de 20 points? Tu as le droit de ne pas répondre. Non, surgonflé, oui, un poil, mais pas totalement non plus. Je crois que plusieurs des équipes qu'ils ont rencontrées, c'est notamment les Bills, ont une moyenne de 20 points par match. Là, ils ont mis que 14 aux Patriots. Voilà, la défense est bonne. Après, les chiffres, oui, est un peu gonflé. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, ça reste la NFL. Limité sur 8 matchs à moins de 8 points de moyenne par match. Voilà, oui. C'est quand même très très fort. Question de Jean Bassoncou. Hello la team, les 2 derniers matchs des Dolphins et surtout le dernier avec la victoire au bout ne sont-ils pas une preuve définitive que le tanking n'existe pas en NFL? Yes. Oui, moi j'ai tendance à penser que oui, dans une ligue où il y a peu de contrats garantis, où sur 53 joueurs, t'en as une trentaine qui se battent pour être là l'année suivante, voire même certains se battent semaine après semaine pour rester dans l'effectif. J'ai du mal à croire qu'il y ait une volonté de faire du tanking, mais bon. Alors, il y a alors c'est dur à prononcer, JNSV, excusez-moi pour l'écorchage. Je m'interroge sur les Broncos que je pensais foutus, mais qui me donnent tort depuis 2 semaines. 3-6 avec un agenda costaud, Packers, Jaguars, Chiefs, Colts. C'est une défense qui tient la route, 4e contre la passe, 17e contre la course. Un nouveau quarterback de la repêche, mais qui a l'air d'être propre. C'est quand même un peu tôt pour l'affirmer. Pensez-vous qu'il y a une chance pour qu'il reparte du bon pied dans les prochaines semaines, malgré la perte de Sanders?
ils joueront pas les Browns en galère toutes les semaines quand même. Ouais, c'est ça. Puis après, ça dépend ce que notre auditeur entend par repartir du bon pied. Est-ce qu'ils vont être un peu meilleurs qu'en début de saison? Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher un match par-ci par-là? Oui, sans doute. C'est vrai que ça va mieux que depuis les 2 premières semaines. Maintenant, ils sont loin de pouvoir concurrencer les meilleures équipes en AFC, donc... Clairement. Salut l'équipe, si Adam Vinatieri avait réussi ses 2 field goals dont le dernier contre les Steelers, Indianapolis serait à 7 victoires, 1 défaite. Ça sent la fin pour le plus grand kicker de tous les temps. Les kickers doivent-ils le couper maintenant, ce qui ne serait pas classe, ou attendre la fin de la saison? C'était une question de Vincent Roux. Oui, ça sent la fin, ça c'est sûr. Après, est-ce que sur le marché à l'heure actuelle, il y a beaucoup de kickers qui te donnent une meilleure fiabilité que Vinatieri? Alors, il n'est pas aidé par le placement du ballon, mais Oui. alors qu'est-ce qu'il est sale celui qui rate dans fin de match. Il est vraiment très moche. Non, mais tu vois, c'est le problème, c'est que si on était, t'as certains postes, il y a tellement de bons joueurs en NFL que tu peux te dire, je vais trouver un joueur libre. Là, à l'heure actuelle, en NFL, sur les kickers. Ouais. C'est la loterie, quoi. Ouais, c'est quand même la loterie. Donc, moi, je peux comprendre que les Colts s'entêtent avec Vinatieri jusqu'à la fin de saison, qui vont en rater d'autres, mais qu'on a réussi. Il y a 2 semaines, il réussit celui de la gagne à 54 yards. Bon. Ouais, oui, c'est une loterie à ce niveau-là. Après, c'est vrai que la Vinatieri commence à donner des signes de faiblesse. Il y avait eu une rumeur à un moment, après un des matchs où après il 2 s'était raté, semaines. Ouais, voilà, qui avait dit Ouais. il pourrait prendre sa retraite dans les jours qui viennent, Ouais, etc. ouais. Je pense que le seul moyen pour lequel il soit pas, le seul moyen qui ferait qu'il soit pas un coach à la fin de l'année, ce serait qu'il décide de prendre sa retraite de lui-même. Après, je ne vois pas le couper, quoi. Non. Et d'autant plus, je vais même te dire, je les vois pas le couper parce que les Colts ont une vraie chance d'aller en playoff et qu'au final, il n'y a pas tant de kickers que ça qu'on réussit autant de kicks que lui en playoff et des clutch. Et je pense que, mine de rien, dans la tête du coaching staff, il y aura toujours le côté de se dire, vu les kicks qu'il a réussi en playoff, je préfère tenter ma chance avec lui qu'avec je sais pas trop qui venu de la free agency, quoi. Je sais plus combien de points il lui faut pour battre le record all-time du nombre de points marqués et tout, mais t'imagines les mecs ultra classe qui le coupent genre la veille du match où il aurait pu, tu sais. Genre, t'étais pas loin. Dommage. Darnold et Willy, quels seront selon vous les 2 wildcards de chaque conférence? C'est vrai qu'on a fait trophée de mi-saison, on aurait presque pu faire le pro. On va faire un Super Bowl de la mort. Alors, on a dit en AFC que Patriots, Ravens et Chiefs, a priori, ça y allait. Derrière, il y aura Texans ou Colts parce qu'ils sont à 6-3, 5-3 actuellement. Les Bills, c'est un peu ce qu'on a dit, non? Du coup, la wildcard, ce sera les Bills plus Colts ou Texans, quoi. Colts ou Texans, voire Chargers peut-être, qui au final n'ont qu'une défaite de moins que les Colts, mais je vois pas d'autres équipes que ça en tout cas. En NFC, on a les Packers, ça passe. Enfin, alors, pour l'instant, les têtes de division, c'est Packers, Saints et San Francisco. Là, ces 3-là sont assez larges, ils ont 7 ou 8 victoires. Seattle derrière. Seattle aura une wildcard si San Francisco lâche pas la tête. Voilà. Ouais, Seattle est bien parti. Ouais. Et après, au niveau des wildcards, ça peut être chaud parce que t'as les Panthers qui sont 2e de la NFC Sud à 5-3, les Vikings qui sont 2e de la NFC Nord à 6-3, et les Eagles qui sont 2e de la NFC Est à 5-4. Et moi, j'enterrerai pas tout de suite encore les Rams. Et les Rams, oui, en plus, qui sont à 5-3 aussi. Non, j'avais regardé les deux. C'est pas si évident. Et tu dis les 49ers, moi je suis pas persuadé qu'ils gardent la tête de la division. Mais, c'est ça. Mais du coup, je veux dire, il y aura un des deux, quoi. Niners ou Seahawks, a priori, c'est wildcard, quoi. Non, tu penses qu'il y en a un qui peut chuter suffisamment Je pense qu'il y en a un qui peut chuter, ouais. Tiens, il y a Manning 18. Bonjour l'équipe, après cette terrible défaite à Baltimore, est-ce la fin de l'ère Patriots? Faut-il virer Belichick? Faut-il virer Tom Brady et recommencer la reconstruction? Trade for Tua. voilà. On recommence tout, ouais. On fait plus ça. Allez, je continue. Hop. Edo 3000, que penser de Hoyer? Est-ce que c'est la ligne offensive qui a fait briller Brissett? Est-ce que Lamar Jackson peut se positionner? Alors il y a plusieurs questions, pardon, je les enchaîne. Est-ce que la ligne offensive a fait briller Brissett? Bon, après il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui peut briller sans ligne offensive de toute façon. Oui, c'est un peu bon. Enfin, il y en a quelques-uns, mais un quarterback du niveau de Brissett ou de Brian Hoyer a besoin d'une bonne ligne offensive, c'est le cas, et on va pas leur reprocher non plus. Est-ce que Lamar Jackson peut se positionner dans la course au MVP? On en a parlé. Pourquoi tout le monde déteste Winston? Alors, Edo, si tu suis la NFL depuis peu de temps, sache que tu peux consulter la fiche Wikipédia de Jameis Winston pour connaître pourquoi hors terrain, c'est pas forcément un personnage sympathique, et on va pas s'apesantir plus sur ses méfaits. Oui. Et puis, est-ce la fin des pocket passeurs, quarterback? Non, je pense pas encore.
Moi non plus, là, pour le coup. Tant qu'il n'y en a pas un ou deux qui auront gagné des Super Bowls, on parlera pas de lame de gagner fond. Gagner des Super Bowls et durer 7, 8, 9, 10 ans, quoi, aussi. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Hein. Tarsvelder, bonjour à toute l'équipe. Quelle franchise vous paraît la plus calamiteuse? Les Redskins, ils draftent un quarterback que leur ancien head coach ne voulait pas et ils recrutent des premières années de médecine. Les Jets, parce que recruter ensemble Adam Gaze et Greg Williams relève de problèmes de santé mentale. Les Buccaneers, parce qu'ils vont donner un contrat max à Jameis Winston étant donné qu'ils lancent pas de pizza à tous les matchs. Les Browns, parce qu'ils arrivent à mal recruter leur coach et qu'ils sont les rois du plaquage raté. Les Dolphins, parce qu'ils tankent à fond et ils vont virer tous leurs joueurs parce qu'ils ont osé gagner un match et les priver du premier choix de draft. Ou les Bengals, parce qu'ils n'arrivent à rien même quand ils étaient bons et que c'est toujours la classe de mettre son quarterback titulaire à l'écart le jour de son anniversaire. C'est pas facile, hein. Il y en a quand même 2-3 équipes en NFL très très mal gérées. Moi, mon choix irait entre Redskins, Jets. Mais je crois que la clé, elle est dans ce que tu viens de dire. Hein. C'est très mal géré. Le point commun de toutes ces équipes, c'est qu'ils ont des proprios et des dirigeants qui sont en général très mauvais. Et du coup, c'est une tendance de fond, quoi. C'est une tendance de fond. Coach Oulive, question. Alors les gars, dites-moi si le Niners Seahawks de lundi prochain est pour vous la plus grosse affiche depuis le début de saison. Peut-on s'attendre à un match aussi féroce que le Ravens Pats de hier soir? Ça se situe au même niveau en tout cas. Ah oui, ça fait partie des top affiches de cette saison, surtout après ce début de saison des deux équipes. On peut avoir un superbe match sans aucun doute. Fidel Gastro, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que les joueurs NFL portent de protège tibia. Comment expliquer qu'ils soient surprotégés sur le reste du corps mais pas sur cette partie-là? C'est simple, il se plaque jamais à hauteur de tibia. Voilà. Et il n'y a pas de tacle, les pieds décollés sur le tibia. C'est ça, quoi. C'est ça. C'est quoi? C'est Pépé, non? Le mec qui était connu pour... Ouais, il y en a eu 2-3. Ouais, Pépé, effectivement, ouais. Moi, je suis resté à l'époque Cyril Roll, si tu veux. Ah oui, là, c'était un... Voilà, donc oui, non, mais oui. Après, en plus, les Américains croient qu'un plaquage propre, c'est se lancer vers le gars avec l'épaule en plein milieu du torse. Donc, en théorie, les tibias sont quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup de plaquages ratés. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs NFL qui sont persuadés qu'il faut se jeter contre le mec à moitié de dos. Ouais. Non, mais c'est sûr, ouais. Question de Nicolas Suprani. Bonjour la team TDA, le titre de votre article, Andy Reid peut faire marcher n'importe quel quarterback. Question simple, Patrick Mahomes est-il un quarterback de système? Cordialement Grumpy. Mais alors, j'ai vu que c'est revenu un peu sur cet article-là. Mais il y a quarterback de système et il y a quarterback qui magnifie le système. C'est vrai. Mahomes, il est un cran haut. Enfin, Matt Moore, il fait tourner la machine. Oui, c'est ça. Mahomes, Enfin, voilà, c'est comme si tu me donnes une Formule 1 à moi. Peut-être je vais réussir à faire un tour un petit peu au ralenti et tout, mais dans les faits, je serais pas sorti de la piste. Et puis t'as Patrick Mahomes qui va prendre tous les virages à fond et qui va faire le tour en 15 secondes de moins, quoi. Oui, non, je suis d'accord, ouais. Je pense que c'est un peu le débat tout le temps avec Brady, avec machin. Mais je pense qu'il n'y a pas de honte à dire qu'il faut qu'ils aient un système pour les soutenir. Il y a quand même très rarement des quarterbacks qui gagnent sans un bon coach. Oui, non, mais oui. Après, je pense que c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que les gens entendent par système, je pense qu'il y a aussi un peu. Non, mais tu vois, genre. On n'a pas dit Montana c'est un moins bon quarterback parce que Steve Young a réussi derrière aussi avec les 49ers. Ouais. Et qui pour le coup l'attaque de Bill Walsh c'était un vrai système West Coast Offense, c'était un vrai système pour le coup. C'est ça. Donc il faut avoir des bons coachs derrière pour réussir. Donc c'est pas. Mais l'enjeu c'est de trouver le mec qui va sublimer encore plus le truc. On l'a bien vu quand ils sont passés d'Alex Smith à Patrick Mahomes, les Colts. Oui. Les Chiefs, ouais, totalement. C'est l'exemple total, quoi. On va terminer. Allez, on va terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Une explication pour l'invasion des Vikings à Arrowhead. Voir ça à LA ne me choque pas, mais à Kansas City. C'est vrai que c'était bizarre de voir les supporters des Vikings à Kansas City, qui est censé être un stade chaud. Ouais, j'ai pas d'explication, hein, sincèrement. Les supporters des Vikings voyagent bien. Oui, voilà. On va dire ça, en tout cas. On a terminé pour vos questions et on a terminé pour cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 318 du podcast Jean Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches, soirée Game On au Hard Rock Café Happy Hour. Pour ceux qui viennent voir les matchs, n'hésitez pas
à y aller. C'est notre 5e saison avec le Hard Rock Café. Évidemment, on se retrouvera en fin d'année pour une grande soirée, ne vous inquiétez pas. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Il y a Bélier96 et Squall qui se sont ajoutés à la liste cette semaine. Pour nous suivre sur Twitter, @TDActu, Facebook @TDActu aussi, et Instagram @TouchdownActu. Raphaël_TDA sur Twitter pour Raphaël, Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. Et puis on se retrouve jeudi, encore une fois tous les deux, vrai. pour la preview des matchs de la semaine 10. Du coup c'est cette semaine-là qu'il arrive le Seahawks Niners. Ouais. Je crois qu'on a notre affiche de la semaine. Là. On a même pas besoin de faire notre petite conf de rédac, on a déjà notre affiche. Merci beaucoup Raphaël, on se retrouve jeudi. Très bonne semaine à tous sur tdactu.com. Ciao ciao. Ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit